Le chapitre de cette semaine s'appelle Bye Bye, et quand un chapitre s'appelle comme ça, je pense qu'on peut le dire, ça n'augure rien de bon, surtout pour nos pauvres petits cœurs de lecteurs. On y va, c'est parti. Bonjour à tous. Alors on est passé par toutes les émotions dans ce chapitre, de la chiale avec Panda et ses frères et sœurs à cette fin complètement épique avec l'arrivée d'Akari en mode Avengers. C'était l'ascenseur émotionnel, les pandas pleurent et je peux vous dire qu'ils sont pas les seuls. Avant de commencer, de rentrer dans le vif, vous connaissez la chanson. Si cette review vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce et pourquoi pas considérer un abonnement si vous les suivez régulièrement. Dernière petite pub pour mes autres réseaux, je suis sur TikTok où j'oscille entre faire n'importe quoi et vous présenter mes lectures de façon beaucoup trop sérieuse. Twitter où je réagis au chapitre de Jujutsu et d'autres choses un peu comme je le sens. Et Insta, mais clairement je suis très peu active là-bas, mais qui sait un jour, je m'y mettrai peut-être sérieusement. J'ai une façon très étrange de vendre ce que je fais, mais bref, toujours est-il que vous retrouverez tous mes noms d'utilisateurs en barre d'infos. Spoiler alerte, à part pour Twitter, c'est la vague manga. Et je vous propose de partir enfin pour la review, maintenant que je vous ai bien raconté ma vie. Le chapitre s'ouvre donc sur ce qu'on peut penser être un flashback de Panda, dans lequel on va au travers de ces quelques scènes en apprendre un peu plus sur la relation qu'il a avec ses frères et sœurs. Et clairement, Panda nous est montré comme étant le moins fort des trois, la victime de Gorille. Ayant moi-même un grand frère, est-ce que j'ai compris la situation de Panda ? C'est tout à fait possible. Donc on a un schéma assez clair de grand frère tyran, parce qu'on va voir par la suite que c'est plus complexe que ça, et de sa grande sœur protectrice qui n'hésite pas à venir au secours de Panda quand Gorille va trop loin. Le nom du chapitre Bye Bye nous est introduit juste après ça, avec les 3 pierres tombales sur lesquelles on reviendra plus tard puisqu'elles prendront sens plutôt vers la fin du chapitre, mais c'est en voyant ça que je me suis dit « Ouais, non mais là vraiment là ça sent mauvais ». On continue dans ce flashback qui n'en est pas vraiment un pour moi, mais encore une fois, je vous explique tout ça plus tard, qui se poursuit donc avec la scène du ballon qu'on peut suranalyser avec tout d'abord la révélation à Panda du fait que le Père Noël n'existe pas, qui est pour beaucoup d'entre nous le vrai choc qu'on a en tant qu'enfant et qui nous fait un peu sortir de ce monde de l'enfance. On peut le voir comme la fin d'une certaine forme d'innocence, l'innocence que Panda va perdre peu à peu. Et puis le choix du ballon comme jouet n'est sûrement pas le fruit du hasard, puisqu'il peut nous rappeler la forme des noyaux qui se trouvent dans le corps de Panda et de cette volonté qu'il a dans un premier temps de vouloir le protéger, de le garder pour lui, comme il aurait voulu protéger les 2 autres noyaux avant de se voir entre guillemets forcé de les laisser partir, comme il a été entre guillemets forcé de jeter son ballon dans la rivière pour pouvoir espérer jouer avec son frère. Mais là je m'avance un petit peu dans mon raisonnement, on verra ça plus tard. Ensuite, grande discussion entre grande sœur et Gorille qui se rend compte que son frère lui vaut une admiration et un amour sans faille. Et il décide, comme pour se faire pardonner, et également comme pour lui montrer son amour, de lui offrir un nouveau ballon. Et j'adore ce passage parce qu'il retranscrit parfaitement les relations grand frère, grande sœur, petit frère, petite sœur, cette espèce d'admiration qu'on a pour eux sans trop savoir pourquoi. Et nul doute qu'Akutami s'est servi de son histoire personnelle pour cette scène. Dans une interview, il a expliqué s'être inspiré de son grand frère pour créer Yuji, donc déjà utiliser son frère pour en faire le héros d'une histoire, ça veut déjà dire pas mal de choses. Et puis il ajoute dans cette même interview que c'est quelqu'un qui, je cite, contrairement à lui, réussit tout ce qu'il entreprend. Ça en dit long sur l'estime qu'il a de lui. On reprend le chapitre, et là, c'est le drame, c'est le moment de la chiale, puisque une forme à lunettes et à moustache qui n'est pas sans nous rappeler un certain défunt directeur d'école d'exorcisme vient chercher Gorille et Grande Sœur pour les amener loin de Panda. Et donc, c'est là qu'on comprend le titre du chapitre. On ne dit pas au revoir à Panda, comme on aurait pu l'imaginer au départ. Non, ce n'est pas nous qui disons au revoir, mais c'est bien Panda qui dit au revoir à ses frères et à ses sœurs. Je suis une flaque, présentement. Tout ce passage est hyper touchant. Encore une fois, pour des personnages qu'on a à peine vus, on vit le truc avec eux, on a de la peine pour eux, comme si c'était la nôtre. C'est extrêmement bien fait. Et c'est d'autant plus déchirant parce que, je sais pas si vous aviez remarqué, mais comment le style d'Akutami évolue au fil du chapitre. D'un trait très enfantin au départ pour tout doucement glisser sur son style habituel, comme pour nous ramener tout doucement vers la réalité du monde de Jujutsu. On va s'arrêter un instant sur la baleine qu'on voit dans une des cases. Au départ, je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce que vient faire une baleine ici ? Et en même temps, je me suis dit, c'est Akutami, donc elle est pas là par hasard. J'ai donc fait des recherches sur la symbolique de la baleine dans la religion bouddhiste, et j'ai trouvé un recueil de 547 histoires appelé Jataka, qui nous narre les vies antérieures des Bouddhas. Et là, je vais vous la faire courte, mais dans l'une d'elles, on a un marchand qui, après sa mort, se réincarne en baleine et qui, devant la famine du peuple, offre sa chair pour que ce même peuple ne meure pas de faim, jusqu'à mourir lui-même pour être ensuite réincarné dans un prince qui fera lui-même le bien autour de lui, jusqu'à devenir Bouddha. La moralité de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à autrui, comme le fait Panda quand il fait appel à son frère ou à sa sœur en combat, mais qu'il faut également aussi savoir les laisser partir quand la souffrance est trop importante. Et si ça se trouve, Gege il a juste voulu mettre une baleine là parce qu'il trouvait ça joli et vous avez écouté tout ça pour rien. Mais en tout cas, au-delà de bien coller à l'histoire, je trouve l'image extrêmement poétique. Et maintenant que cette partie de chapitre se termine, je vais vous dire à quoi tout ce passage m'a fait penser presque instantanément.
à la scène de la plage entre Maki et Mai, ce monde métaphorique, ce monde intérieur dans lequel les deux sœurs se disent au revoir. Et ben là, pour moi, c'est exactement pareil. On n'est pas dans un flashback, on est dans le monde intérieur de Panda. Et comme avec Maki, c'est par ce biais-là qu'il choisit de dire au revoir aux gens qu'il aime, tout simplement. Et alors maintenant qu'on sait ça, je vais pouvoir maintenant revenir aux 3 stèles du début de chapitre. Au départ, je pensais très simplement qu'elles étaient là pour les 3 morts de la vie de Panda, à savoir Yaga, son frère et sa sœur. Mais, je me suis souvenu d'un truc. C'est que pour que la technique de Yaga fonctionne, celle des incarnés, il lui faut des âmes humaines à la base, donc des âmes de défunts. Donc à la finale, je suis quasi certaine que ces trois stèles, que l'on voit sont celles des 3 frères et sœurs avant d'être incarnés. Et d'ailleurs, la petite phrase qu'on voit au début de chapitre, ensemble toujours, présente dans la traduction fan, vient appuyer cette intuition. Un petit peu de langage des fleurs maintenant, ça faisait longtemps, vous savez que j'adore ça, puisqu'on va s'attarder sur celles que l'on peut voir sur ces fameuses stèles. Évidemment, elles ont chacune leur signification, et évidemment, on s'appuie sur la signification japonaise et ou bouddhiste, parce qu'en France, on a un langage des fleurs qui est légèrement différent. Donc pour le frère et la sœur, on a 2 fleurs d'arbres fruitiers. Les fleurs de cerisier, bien connues, et les fleurs de l'abricotier du Japon. Et on va s'appuyer sur le caractère éphémère de cette floraison, on sait qu'elle ne dure que quelques semaines, donc pour la symbolique, elle représente une vie courte et ou une mort prématurée. On est plutôt pas mal pour Gorille et Grande Sœur. Pour Panda, c'est un petit peu différent. On a un nénuphar qui, lui, pour le coup, est un symbole de renaissance. Quand on sait que c'est une fleur qui grandit dans la boue, dans le sédiment de l'eau dans laquelle elle se trouve, avant d'éclore à la surface. Donc pourquoi pas voir la situation actuelle de Panda, un peu triste quand même, comme celle de la pousse dans la boue, avant de potentiellement revoir le soleil et de renaître. Théorie rapide, il a été dit par Akutami que Yaga avait été marié puis divorcé, et on sait qu'il a une relation parent-enfant avec Panda. Donc pourquoi pas imaginer que Panda, et pourquoi pas Gorille et Triceratops d'ailleurs, seraient les enfants morts de Yaga qu'il aurait transférés dans un incarné, comme il l'avait fait pour le neveu de Kusakabe à la fin de Shibuya. Je m'étends pas plus sur cette théorie parce que j'ai déjà beaucoup trop digressé, mais elle s'entend également. Retour à la réalité maintenant avec Kashimo qui lâche pas l'affaire et veut savoir où se trouve Sukuna. Panda, comme je le disais la semaine dernière, best Panda, il ne balance pas Yuji. Et la entrée de dingo pour Akari qui m'a collé les frissons. Quand on verra ça en anime, ça va être absolument dingue. Et plusieurs choses à dire. Bon bah déjà, la beauté de la double planche, une folie, mais ça devient presque habituel, j'ai envie de dire. La petite phrase d'Akari qui vanne Panda sur sa perte de poids, vu qu'il lui reste plus que la tête. L'expression sur le visage de Kashimo qui comprend qu'il va avoir affaire à un adversaire d'un tout haut niveau. Et surtout le halo autour d'Akari qui ressemble quand même beaucoup à des flammes. Sûrement l'effet de son jackpot, le mec est littéralement en feu. Semaine prochaine, on aura le feu contre l'électricité, et ça annonce du très lourd, d'autant plus que pour une fois, je n'ai vraiment aucune idée de l'issue finale de ce combat. Pour moi, ils ont autant de chances de gagner l'un et l'autre. En tout cas, j'ai très hâte de voir la fièvre d'Akari enfin en action. Pas mal de choses à dire finalement pour cette review. J'en ai fini, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, 17h pour la review du chapitre 186. En attendant, prends soin de toi, tu connais, et moi je te dis à la prochaine.